Comment gérer une rupture amoureuse douloureuse? Quelles sont les 3 raisons qui maintiennent dans la douleur? Alors aujourd'hui, on va aborder un point sensible, effectivement, la rupture amoureuse. Et pour les dépendants affectifs, c'est un sujet ô combien brûlant. Pourquoi les ruptures sont-elles si douloureuses? Pourquoi est-il si difficile de passer à autre chose? Pourquoi ça nous hante l'esprit? Pourquoi l'absence de l'autre prend-elle tellement de place? On a tous vécu une rupture émotionnelle. On a tous vécu, une expérience de séparation qui nous a laissés vidés, perdus, brisés. On a tous vécu cette chute, cette désillusion, cette déchirure intérieure, heu, à travers peut-être la sensation d'être trahi, que cette rupture soit injuste, au-delà du rejet et de l'abandon que l'on ressent qui est si puissant. Et si finalement cette douleur n'était pas seulement liée à la fin de l'histoire d'amour, mais à quelque chose de plus ancien, de plus profond en nous et de plus inconscient. Mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de t'aider à mettre de la lumière sur ce qui rend une séparation si intense pour mieux et plus facilement, plus rapidement s'en libérer. Alors, la première raison qui maintient dans la douleur, c'est cette notion d'identité. Lorsqu'on est en couple, on a cette identité justement, on est en couple, du verbe être en couple. Il y a être célibataire, où on sait qu'on est tout seul, et il y a être en couple, où on sait qu'on est avec quelqu'un. Et effectivement, dans ce côté être, il y a une notion d'identité. Et lorsque le couple se rompt, eh bien évidemment, il y a un changement d'identité qui s'accompagne, qui va avec. Dans l'inconscient collectif et dans l'inconscient individuel, être en couple, c'est devenir une forme de version de soi à travers le regard de l'autre. C'est une identité particulière, c'est être à deux aux yeux de l'entourage, c'est le duo, c'est ce que représente et ce que peut construire le couple. Et il y a tout un tas de comportements, d'habitudes et de codes liés à l'autre. On a tous remarqué, que ce soit chez nous-mêmes ou chez nos amis, parfois, des changements d'attitude, des changements d'habitude, parce que la personne passe du stade de l'état de célibataire à l'état de en couple. Il y a une transformation en fait. Et pour notre ego mental, tout changement d'identité est extrêmement complexe. Il déteste ça. C'est comme changer de métier, c'est comme changer d'entreprise, c'est comme tout changement dans la vie en fait. Globalement, c'est très difficile parce que notre ego, notre mental, préfère cette zone de confort identitaire, de rester dans la situation dans laquelle on est au départ. Même si elle est moins bonne pour nous que la situation qu'engendrerait le changement, notre ego, notre mental déteste le changement. Alors quand l'autre sort de notre vie, indépendamment de notre volonté, c'est donc toute notre identité du couple qui s'effondre avec. Donc avec cette identité, il y a déjà une forme de sécurité. Tout ça, c'est inconscient, hein. Mais cette forme de sécurité, elle peut prendre plusieurs formes. Si je suis un petit peu fuyant, un petit peu timide, eh bien l'autre, va pouvoir, me servir, de muraille. Je vais pouvoir me «cacher» entre guillemets derrière l'autre si je suis un peu fuyant. Si je suis plutôt dépendant et que j'ai systématiquement besoin de l'autre, eh bien, je vais pouvoir me reposer sur lui, compter sur son soutien, compter sur sa présence. D'ailleurs, peut-être que je lui en demande trop et c'est pour ça qu'il est parti, je ne sais pas. Et l'autre m'apporte donc une sorte d'enveloppe, une sorte de sécurité, de confort. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce confort et cette enveloppe et cette sécurité qui parfois nous retient de sortir de situations qui ne sont pas bonnes pour nous. Parce que notre ego mental déteste, le changement d'habitude. Évidemment, à travers ce confort et ces habitudes que l'on a en couple, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui ont des enfants, je ne parle même pas de la difficulté à quitter ce qui est établi, ce qui a été construit. Et là encore, pour l'ego, la construction mentale et la projection que l'on se fait de l'idéal du couple
et de l'idéal potentiellement de la famille que nous avions pu construire s'effondre. Ça fige en quelque sorte aussi, les choses et ça maintient dans une douleur parce qu'en fait on s'accroche, on s'attache à ce que la famille aurait pu être, à ce que le couple aurait pu être et indépendamment de la famille et de tout ce que vous avez pu construire avec votre autre, il y a aussi toutes les projections justement en termes d'idéal, toutes les projections de ce couple auquel j'ai cru et qui nous maintiennent dans notre dépendance affective. C'est ce que je parlais dans mon tout premier podcast que je vous invite éventuellement à revisiter. C'est cet attachement absolu à ce que je m'étais idéalisé, imaginé et ce que j'avais projeté de ce que je pouvais vivre avec l'autre, premièrement, et cet attachement absolu avec ce que l'autre me permettait ou m'a permis de vivre en termes de valorisation personnelle lorsque je me suis sentie aimée. Il y a tout ça aussi dans cette, projection identitaire, dans cette projection d'état, que nous avons été à travers le couple qui s'effondre. Donc il y a cette sécurité, ce confort, cette habitude dans laquelle on se complaît et dans laquelle on est installé parce qu'on la connaît, parce que et parce que l'autre nous apporte quelque chose dans notre vie. Même si ce qu'il nous apporte a des contreparties qui ne sont pas toujours 100 positives. Moi j'ai beaucoup, beaucoup de couples qui viennent, de personnes qui sont en couple qui viennent dans mon cabinet en me disant, la liste des 136 milliards de choses qui sont, insupportables chez l'autre et pour lesquelles il y a tellement de bonnes raisons de le quitter, mais pour autant, rien ne se fait. Pourquoi? Parce que l'anticipation de la séparation et donc l'anticipation de cette perte de sécurité est plus douloureuse encore que la situation de départ. Et donc voilà, c'est cette sécurité, ce confort, cette habitude, qui est associée à cette identité de «je suis en couple». Avec cette identité, il y a aussi un côté, s'il part, je me retrouve nue, je me retrouve vulnérable sans l'autre, je me retrouve face à moi-même et je me retrouve de nouveau avec mon besoin de fuir ou de dépendre et que l'autre ne peut plus combler. Donc on reviendra un peu plus loin sur justement ces blessures originelles qui induisent ce besoin de fuir ou de dépendre. Et avec l'identité, il y a aussi toute la vie sociale qui va avec, à savoir la famille de l'autre, le groupe d'amis en commun, les amis de l'autre auxquels on s'attache, les habitudes. Il y a aussi une forme de fonction sociale, d'identité sociale. Ah bah oui, Pierre et Jacqueline, ils sont ensemble, on invite Pierre et Jacqueline ensemble. Et si Pierre et Jacqueline se séparent, qui est-ce que j'invite? Dans notre état, dans notre identité confortable, on se définit à travers l'autre. C'est un fonctionnement naturel de tenir compte à la fois de la présence de l'autre, ce qui est complètement normal, hein, puisque on est des êtres sociaux, mais du coup de prendre une certaine part de nos décisions en fonction de l'autre. Et la question que je vous pose et à laquelle je vous laisserai répondre vous-même, c'est dans quelle limite je prends mes décisions qui devraient m'incomber à moi seule en fonction de l'autre. Et il y a une forme parfois de confusion avec l'autre. Si je vis pour l'autre, si je ne sais pas me mettre en priorité et répondre à mes propres besoins, alors mes besoins et les besoins de l'autre sont confondus. Et ça, c'est une erreur fondamentale sur laquelle moi je travaille énormément dans le cadre de mes accompagnements, dans le cadre de la dépendance affective, quelle que soit la blessure originelle. C'est sur le discernement entre quels sont mes besoins, quels sont les besoins de l'autre. Je ne peux peut-être pas remplir 100 de mes besoins en fonction seulement de moi-même parce que l'autre est là et avec l'autre, il y a aussi nos enfants, notre travail et tout un tas de choses. Mais néanmoins, il y a une confusion généralement admise qui est que, OK, mais si l'autre veut ça, même si c'est pas mon besoin à moi originel, et bien, du coup, je prends ma décision à travers lui ou à travers l'autre. Et donc quand l'autre n'est plus là, on est perdu parce qu'on ne sait plus comment ressentir nos besoins, définir nos besoins et presque y répondre.
Parce que la confusion des besoins de l'autre, enfin, la confusion des besoins, elle va dans les 2 sens. C'est l'autre aussi répond à certains de mes besoins à ma place et donc moi, je réponds aussi peut-être à ses besoins à sa place et donc évidemment, il y a une confusion, un déséquilibre quelque part de la stabilité du mental lié à cette simple, prise de considération qui est, bah, quels sont mes besoins? Et du coup, l'autre n'est plus là pour y répondre. Et à travers cette dynamique, il y a aussi, dans l'identité toujours, il y a: «Je suis celui ou celle qu'il aime. Je suis celui ou celle qu'il a choisi». Et il y a un côté aussi, je définis ma valeur à travers le fait qu'il m'ait choisi ou qu'elle m'ait choisi. Et c'est toute la complexité de la dualité et donc du couple, en fait. C'est-à-dire que, je suis quelqu'un à travers l'autre et donc si l'autre me quitte, alors je ne suis plus rien. Et dans la rupture amoureuse, c'est un des points les plus fondamentaux. C'est cette idée. Si je suis quelqu'un à travers l'autre, alors si l'autre me quitte, je ne suis plus rien. Et ça, c'est la plus grande des douleurs. Si l'autre me quitte, il m'abandonne, je ne suis rien. Il ne m'aime pas, je ne suis pas aimée. Si l'autre me quitte, il me rejette et donc je ne suis rien, je ne mérite pas d'être aimée. On va reparler justement après du rejet et de l'abandon par rapport à ça. Et donc voilà, la douleur vient de là. C'est lorsque l'on croit perdre l'amour. Mais surtout, à travers la perte de cet amour, c'est le rôle que l'on joue à travers le couple et donc l'identité, donc le «qui suis-je» à travers le couple, le miroir que l'autre me renvoie dans la définition de mes besoins et dans le fait de nourrir mes besoins, cette forme de sécurité identitaire, ce confort que l'autre induit et en fait, c'est ça, en fait, qui est très, très, très douloureux et sur lequel je vous invite à vraiment mettre, de la clarté, limite en prenant, un papier et un crayon avec une feuille, vous faites 2 colonnes et vous essayez de clarifier ça. Quels sont mes besoins? Quels sont les siens? Qu'est-ce que moi qui suis-je, toute seule? Qui suis-je à travers l'autre? Qu'est-ce qu'il vient combler dans ma vie? Qu'est-ce qu'il vient remplir dans ma vie? Quelle fonction il a dans ma vie, lorsque il est avec moi? Et du coup, qu'est-ce que je perds dans cette croyance, dans cette illusion du rôle qu'il joue dans ma vie? Parce que fondamentalement, en vrai de vrai, je suis capable de répondre à mes besoins. C'est juste que si je ne les ai pas définis et que l'autre répond à une partie de ces besoins-là, alors évidemment, il y a comme un énorme vide qui apparaît et qui surgit. Et cette prise de conscience, cette, cette clarté, elle est essentielle à faire pour pouvoir justement déjà, voilà, un petit peu remettre l'église au milieu du village en se disant: «Bon, ben, OK, donc il est parti, maintenant, qui suis-je?» Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. La deuxième raison qui maintient la douleur en place, eh bien, c'est tout simplement le processus de deuil. Accepter le vide, l'absence, la réalité que l'autre n'est plus là. Et ça, c'est toujours un processus, comme son nom l'indique, qui demande du temps. Effectivement, dans la rupture, il y a une séparation, dans le sens, propre du terme. Donc on était un, en fait, c'est l'illusion, hein. On est l'illusion d'être un et donc on a l'illusion associée d'être privé d'une partie de nous. Et donc, on vit donc cette rupture et donc c'est, par définition, une perte. Et comme toute perte, elle demande un processus de deuil. Associé au deuil, à la perte, on ressent une tristesse. Et cette tristesse, elle est complètement saine. La tristesse, fondamentalement, c'est l'émotion liée à l'idée de la fin. On ressent de la tristesse lorsque l'on fait de la place, lorsque l'on libère l'ancien pour faire de la place à du nouveau, à la fin d'un chapitre, à la fermeture, à la clôture de quelque chose, oui, à la fin d'une situation aussi. On peut être triste de perdre un travail, on peut être triste de perdre, effectivement quelqu'un, on peut être triste de perdre aussi, simplement une situation, un statut.
Et dans tout changement d'état, de toute façon, il y a un processus de deuil à faire. Et donc nécessairement, il y a une tristesse qui est associée. Mais le tout, c'est de s'en rendre compte et de le réaliser. Et dans notre société aujourd'hui, on ne nous apprend pas à faire de la place pour le vide. On n'apprend pas à accueillir nos émotions. On n'apprend pas à les vivre pleinement dans notre corps. On n'apprend pas à rester avec ce sentiment d'absence pour le laisser nous traverser, de façon à le libérer aussi, à le transcender. En fait, on les met sous couvercle, on les passe rapidement et on ne les vit pas totalement et on ne leur permet pas finalement de nous transformer intrinsèquement à l'intérieur, aussi dans notre état mental. Et donc du coup, elles stagnent. Vous savez, comme de l'eau stagnante en fait. Une émotion, c'est une information et si on n'écoute pas, on reçoit pas l'information en la laissant véritablement nous traverser, en fait, elle stagne, elle reste imprimée quelque part dans notre corps. Et donc finalement, le processus de deuil ne peut pas avancer parce qu'on n'a pas laissé la tristesse profondément nous, nous traverser, vraiment nous libérer. Et en fait, on a l'impression d'être triste toute la journée. Oui, parce qu'on ne l'a pas laissé véritablement, nous traverser une bonne fois pour toutes. Alors je me répète un petit peu là. Afin de vous permettre de libérer, de transcender profondément ces émotions de tristesse qui doivent nous traverser, je vous invite à pratiquer de la libération émotionnelle à travers, de l'EFT, de la régulation émotionnelle ou aller consulter un thérapeute qui va vous aider à vous libérer en EMDR. Moi, c'est des pratiques que je transmets à mes clients, surtout l'EFT, pour justement systématiquement, vivre et laisser ces émotions nous traverser. Et à titre personnel, moi encore hier, je ressentais une émotion, qui était profondément ancrée et j'ai moi-même, à travers une ronde d'EFT, une séquence d'EFT, pu me libérer de cette émotion et je sais qu'elle est libérée puisque je ne ressens plus le poids à l'intérieur de mon ventre. Afin de permettre aux différentes étapes du deuil de d'avancer en fait, il est nécessaire, impératif de transcender toute l'émotion liée à ce changement d'état, à ce changement de situation. Et donc comme dans notre société, on n'apprend pas à faire de place pour ce vide, à l'accueillir, ce manque et à transformer, transcender l'absence, évidemment cette émotion de vide qui est extrêmement douloureuse, hem, elle reste et donc elle est tout le temps là, puisqu'elle ne part pas. Et tant qu'on ne la vit pas, faut pas rêver, hein, ça ne part pas. On peut apprendre à vivre avec et ça, c'est d'ailleurs une croyance limitante, assez fréquemment répandue. On entend souvent les gens dire: «Ah mais voilà, il m'est arrivé telle chose, très douloureuse dans ma vie». C'est vrai, effectivement, hein, il y a des vrais sujets très, très douloureux. Mais bon, je vais apprendre à vivre avec, de toute façon, on ne peut pas faire sans, on ne peut pas faire autrement et cetera et cetera. Et ça, c'est complètement faux. Et c'est vraiment un problème de penser ça, parce que justement, on va maintenir à l'intérieur de nous cette émotion qui n'est pas libérée, cette émotion et cette douleur qui ne va pas être libérée et qui va potentiellement se transformer en maladie un jour ou l'autre, 10 ou 15 ans plus tard, voire pire. Et ça, et en fait, toutes nos émotions, on se doit de les libérer, de les transcender à travers des techniques de libération émotionnelle. Sinon, elles se cumulent, elles s'accumulent. Et ce vide à l'intérieur de nous, lié à la rupture, à la séparation, qui entre en résonance avec cette sensation d'incomplétude liée à l'absence de l'autre. Comme aujourd'hui dans notre société, on a le temps de rien, on est pressé par le travail, on est en surcharge mentale, on est aspiré par les écrans, on a des sollicitations de partout, partout, partout. En fait, on va remplir, 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 remplir cette sensation de vide, plutôt que de faire finalement du vide émotionnel pour pouvoir se remplir de nouveau avec quelque chose de joyeux en fait. C'est comme si on essayait de compenser notre douleur liée au vide et à l'absence et de remplir par quelque chose «d'artificiel» entre guillemets,
Alors après, on fait tous comme on peut, hein. Là-dessus, je ne juge pas, hein, parce que moi-même, je l'ai fait aussi. Mais c'est comme si on essayait de remplir le vide avec quelque chose d'artificiel pour, entre guillemets, «se voiler la face» que le vide est là. Sauf que il suffit, entre guillemets aussi, de faire un vrai travail de libération émotionnelle sur ce vide et c'est l'affaire de quelques mois, vraiment. Quelle que soit la situation, quelle que soit la douleur, c'est l'affaire de quelques mois. Ça se compte pas vraiment en semaines, ça se compte en mois, mais véritablement, si on fait le travail au fur et à mesure, on se décharge, on se décharge, on se décharge et on se soulage, on se soulage, on se soulage et c'est hyper, hyper important de le faire. Mais on prend pas le temps de s'intérioriser suffisamment pour vivre cette sensation de séparation, de deuil de la relation. On passe pas assez de temps véritablement dedans, beh, effectivement parce que c'est douloureux et là, il y a un manque d'éducation, de tout à chacun quelque part, sur le fait d'accueillir nos propres émotions et de nous accueillir nous-mêmes. Non, on va préférer parce qu'on ne sait pas faire autrement, on va préférer esquiver et ça, c'est pas OK. Et donc le travail d'acceptation, il prend quelques semaines, quelques mois, pendant lesquels, plutôt que de remplir, 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 il conviendrait davantage de ralentir, ralentir, ralentir et allouer du temps et de l'énergie, un petit peu chaque jour, à ce changement d'état, ce changement d'identité, dont je viens de parler pour à la fois reconnecter avec nos besoins, beaucoup plus, nos besoins individuels sans l'autre, reconnecter avec notre bonne manière à nous de nourrir nos propres besoins nous-mêmes et non plus attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Et puis, faire face à ces émotions qui nous submergent, mais qui, là encore je me répète, sont possibles et même, nécessaires de transcender à travers des, techniques de libération émotionnelle. Autrement, clairement, ça crée un trauma, en fait. Ces fortes émotions, ressenties lors de ruptures, lors de deuil, de grands changements de situations comme ça, peuvent en soi générer un trauma. Malgré tout, la vie ne nous a pas mis cette situation face à nous par hasard. C'est que quelque part, même si le cadeau est mal emballé et l'univers est très, très fort pour ça, pour nous présenter des situations qui sont, vraiment au départ, pas du tout heureuses et très compliquées à vivre et très compliquées à transformer. Mais à la fin, c'est un cadeau parce qu'en fait, si on accueille ce qui se passe et qu'on lui permet de vivre, et qu'on lui permet de nous aider à nous transformer nous-mêmes en comprenant que en fait, c'est un super message, qui est là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. Si on accueille cela, c'est au final toujours, toujours un cadeau. Mais ça, effectivement, il y a une posture, à acquérir pour pouvoir, le voir systématiquement ça. Et c'est là aussi où, le fait de se faire accompagner, est toujours, d'une grande aide parce que ça nous permet de mettre de la lumière sur des endroits, sur des espaces, ou sur des sujets qui, tous enfin, que tout seul on a du mal à voir, c'est évident, c'est évident. Et la troisième raison pour laquelle on est maintenu dans notre douleur, et là, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus ancien, c'est que cette situation de rupture amoureuse douloureuse vient faire écho à quelque chose de beaucoup plus inconscient à l'intérieur de nous et elle vient, réactiver l'une de nos blessures originelles, voire les 2, à savoir la blessure de rejet et ou la blessure d'abandon. Alors je t'inviterai à éventuellement réécouter mes précédents podcasts sur, la libération des blessures émotionnelles, que sont donc le rejet ou l'abandon. Dans ces podcasts, tu vas pouvoir, aussi avoir d'autres informations sur les comportements liés à chacune de ces blessures, si tu n'as pas encore tout à fait exactement identifié la tienne. Et tu pourras justement approfondir le sujet qui est extrêmement important pour t'aider à comprendre finalement que ces douleurs et ces blessures originelles viennent malgré nous engendrer dans notre vie des situations où la vie nous demande de les libérer. La vie nous demande de nous en occuper
Et cette nouvelle séparation que tu es en train de vivre ou que tu as vécue récemment, qui est encore en train de te perturber et de t'empêcher de dormir et de t'empêcher de vivre normalement, dans ta dépendance affective, eh bien, c'est à nouveau le message de la nécessité de la nécessité de te prendre en charge et de prendre en main cette blessure qui vit toujours à l'intérieur de toi et qu'il est temps de libérer. Donc la séparation vient réveiller cette douleur ancienne, celle d'avoir été rejeté ou abandonné un jour, quelle que soit l'histoire, que tu as vécue, quelle que soit ton histoire. Si tu veux, inconsciemment, en tant que petite âme qui vient s'incarner dans un corps physique, au moment où avant son incarnation, elle est seulement énergie et elle est connectée au grand tout, elle est connectée au divin, elle est connectée à l'univers, elle fait partie de l'univers quelque part. Elle a Elle n'est que le un UN, elle fait partie du tout et lorsqu'elle vient s'incarner dans le corps, de dans son propre corps, lequel est dans le corps de sa mère, et bien progressivement, elle ne se rend pas compte qu'elle est dans le corps et qu'elle va s'en trouver, en quelque sorte, emprisonnée dans le but de vivre son incarnation. Sauf qu'en fait, en réalité, rien n'a changé. Elle est toujours connectée à tout l'univers, sauf que le fait même de s'incarner dans ce corps va créer ce fameux voile de l'illusion. Et lorsque le jour de la naissance, au moment de la de l'expulsion du bébé du corps de la mère, eh bien le bébé va vivre à ce moment-là une première séparation physique qu'il va, vivre dans la chair, en fait, véritablement, puisque c'est le cas, en fait. On vit la toute première séparation parce qu'on devient séparé du corps de notre mère. On a froid, on est vulnérable et cette ce souvenir, cette mémoire est intrinsèquement imprimé dans toutes nos cellules. Donc, évidemment que chaque séparation, chaque nouvelle, séparation ou rupture dans notre vie va venir faire écho à cela. Tant que l'on va pas se souvenir que finalement, l'autre, c'est aussi nous-mêmes. Donc là, peut-être que je vous perds, alors qu'en vérité, même lorsqu'une personne part de l'autre côté, en vérité, Heu, elle ne disparaît pas, c'est juste qu'on ne la voit plus. Mais de la même façon qu'on a aujourd'hui des réseaux Wi-Fi, des connexions, 4G, 5G, et qui transmettent des informations, et bien de la même façon, nos défunts existent encore, mais juste sous une autre forme qui n'est pas physique. Peut-être que je suis partie un peu loin là dans l'explication, mais c'est très important ça parlera à ceux à qui ça doit parler et ceux qui ne saisissent pas, c'est OK. Peut-être que cette graine que je viens de planter ou que je continue de planter à chaque fois, germera un jour à l'intérieur de vous et ça fera sens, quand ça devra faire sens. Donc en fait, on souffre de la séparation et de l'absence de l'autre, en effet. Mais on pleure aussi la séparation originelle, on pleure aussi le manque d'amour que l'on ressent cruellement à l'intérieur de nous, dans notre corps, lié à cette illusion de séparation. Et cet amour, on va aller chercher systématiquement à l'extérieur de nous. Et ça, on le fait tous. On le fait tous parce que effectivement, en tant que bébé fraîchement incarné qui vient de sortir du ventre de sa mère, là, en l'occurrence, véritablement et factuellement, on est 100% dépendant de l'autre, puisque c'est, nos parents, papa, maman, nos référents principaux, qui vont devoir nous nourrir, nous mettre en sécurité et nous donner de l'amour. Donc on va apprendre dans notre croissance, dans les premiers jours de notre vie, dans les premières semaines, premiers mois de notre vie, que si je veux survivre, je dois aller chercher à l'extérieur de moi l'amour de l'autre. Et c'est ainsi qu'on oublie que l'amour de nous-mêmes, il est à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Mais on grandit comme ça. Et je pense que, quelque part, on grandit comme ça pour, un peu plus tard, une fois à l'âge adulte, nous souvenir que l'amour de nous, il est vraiment à l'intérieur de nous. Et donc, si quand on a grandi, on n'a pas reçu, parce que papa et maman, ils font comme ils peuvent, on n'a pas reçu l'amour, la sécurité physique et affective,
la reconnaissance dont on aurait eu besoin, selon un idéal, hypothétique, parce que tout ça, c'est subjectif, eh bien, ça va créer des des blessures à l'intérieur de nous qui vont venir s'ajouter encore, en plus de la blessure originelle de séparation, donc les blessures d'abandon et les blessures de rejet et et on va pleurer aussi en pleurant l'autre et en pleurant la séparation avec l'autre. C'est aussi la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de nous qui a souffert de l'une ou l'autre de ces séparations, qui s'est senti soit pas assez, qui s'est senti soit de trop, qui s'est senti pas choisi, qui s'est senti pas aimable, qui s'est senti pas reconnu, qui s'est pas senti en sécurité, et cetera, et cetera, et cetera. Et à travers cette rupture douloureuse que l'on vit, cette rupture amoureuse douloureuse que l'on vit, l'enjeu va être de venir réconcilier, rassurer et consoler cette partie de nous qui souffre en nous et qui a besoin de l'être. Et c'est là où justement, c'est à l'intérieur de nous qu'il va falloir nous donner de l'amour. Et cette mémoire inconsciente de la séparation qui va venir se dupliquer à travers notre blessure de rejet, notre blessure d'abandon, qui va venir finalement se voir à travers cette rupture que l'on vit aujourd'hui, elle va colorer tout notre rapport à l'amour en général, une fois à l'âge adulte. Ces blessures, elles sont inscrites à l'intérieur de nous, elles sont dans nos cellules, dans notre mental, elles sont mais notre âme les a choisies aussi pour nous permettre de les transformer, de les transcender et de les dépasser. Et effectivement, c'est le principe, c'est que la vie nous propose des situations encore et encore et encore qui vont nous rappeler que nous avons ces blessures à guérir à l'intérieur de nous. Et c'est ce que je vous invite à faire en prenant soin profondément de votre enfant intérieur. Et c'est ce que j'explique et c'est ce que je propose à travers mon livre Envie, la méthode pour guérir son enfant intérieur et incarner sa souveraineté personnelle. C'est vraiment la méthodologie que je vous propose de guérir votre enfant intérieur et qui va vous permettre justement de retrouver cet amour profond de vous en vous. Donc finalement, on a vu les trois grandes raisons qui maintiennent la douleur d'une rupture, à savoir donc cette notion d'identité, d'état, à travers cette zone de confort dans laquelle notre ego mental veut nous maintenir parce que c'est ce qu'il connaît et il a beaucoup de difficultés avec le changement. Il y a ensuite ce processus de deuil qui est nécessaire, mais qui n'est pas toujours accueilli parce qu'on n'a pas appris à clairement vivre, libérer, transcender nos émotions. Et enfin, la troisième raison, qui est une raison beaucoup plus profonde, qui est donc la réactivation de l'une ou l'autre de nos blessures de l'âme, en quelque sorte, induites par la blessure de séparation originelle, qui demande à être transcendée, transformée. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'apprend pas, et tant qu'on ne fait pas le travail de libération intérieure, de ce cheminement en fait intérieur vers nous-mêmes, on ne croit pas pouvoir être nous-mêmes sans l'autre. Et c'est comme si on cherchait perpétuellement à l'extérieur de nous la preuve qu'on existait, la preuve qu'on méritait d'être aimé, la preuve qu'on avait de la valeur, la preuve que voilà, qu'on était digne, d'être aimé. Et on cherche systématiquement à l'extérieur donc cette preuve, au lieu de réaliser que à partir du moment où on respire, à partir du moment où on existe, à partir du moment où notre cœur bat, alors évidemment on représente une valeur immense et infinie et évidemment on est digne d'être aimé. L'enjeu, c'est de s'aimer soi-même et ne plus attendre de l'autre qu'il le fasse à notre place. Et donc la vraie guérison commence lorsque nous choisissons d'être inconditionnellement nous-mêmes, sans nécessairement être conditionnés par l'autre. Ou en tout cas, si c'est conditionné par l'autre,
que cela soit fait en conscience malgré tout. Et ainsi, en étant inconditionnellement nous-mêmes sans l'autre, c'est là qu'on retrouve notre pouvoir, notre souveraineté, notre amour de nous-mêmes, parce qu'on cesse d'attendre inconsciemment de l'autre qu'il réponde à nos besoins. Et donc voilà, cette rupture finalement, c'est pour nous une opportunité, même si, comme je disais, c'est un cadeau mal emballé, mais c'est l'opportunité de grandir en nous, à travers nous-mêmes et de croître en nous. Je crois en moi, c'est du verbe croire et du verbe croître. Donc je crois en moi et finalement, de cesser d'aller chercher la reconnaissance, l'amour et la sécurité auprès de l'autre, mais d'aller profondément chercher cette reconnaissance, cette sécurité, cet amour en nous-mêmes. Et je finirai simplement sur cette idée que n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que ce n'est pas l'autre que tu perds dans cette rupture, c'est au contraire toi qui vas te retrouver. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très vite. Merci pour votre écoute et pour vos partages. Ce podcast est pour vous. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires s'il y a des points à approfondir pour un prochain podcast ou un autre sujet que vous aimeriez que j'aborde pour vous. Retrouvez toutes les informations pour me contacter ou commander mon livre Envie dans la description. À très bientôt.